Soit. Maintenant, on va passer à la boxe. Et oui, ça ne s'arrête pas puisque Anthony Joshua, donc Andy Ruiz qui a perdu contre Andy Ruiz à la 7e reprise. Et là, ça y est, la revanche est signée. Eddie Hearn a activé l'option, évidemment, ceux qui en doutaient. La revanche qui se fera entre novembre et décembre au Royaume-Uni. Oui, mais on sait qu'Andy Ruiz veut la revanche au Mexique, mais clairement, ça n'a aucune chance d'arriver au Mexique. Voilà, donc ça se fera au Royaume-Uni. Mon cher Polydomso, alors est-ce que toi, qu'en penses-tu? Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu ton avis. Sur le combat, Ouais. moi je trouvais que c'était un super combat. Bon, ouais, c'est un très bon combat. J'ai été surpris, comme tout le monde. Je vais pas du tout jouer le coup de Non. Ah ouais, je l'avais vu venir. Non, vous savez tous que Ruiz était bon, mais il restait outsider dans tous les cas. C'est que Ruiz, c'est un boxeur qui est très compétent, on peut faire l'argument n'avait pas perdu. Oui. Parce que bon, son combat contre Parker, je vous invite à le regarder, mais c'est très tendu, quoi. C'est très. Complètement. Bon. Puis, disons que si ça se joue pas en Nouvelle-Zélande, oui, pas comme ça. largement. Et en plus de ça, je crois qu'il a le même âge qu'Anthony Joshua. Ouais, complètement. Et il a plus de combats en pro, et il a, je sais pas, une centaine de combats en amateur. Je crois qu'il est à 125,5 ou quelque chose comme ça. Donc il a une énorme expérience. C'est un mec qui, à mon avis, a dû voir tous les profils, tous les types de combattants. Il n'a pas de coups. C'est un mec qui physiquement n'a pas de coups et qui a une grosse tête. Donc du coup, il a un menton Lafarge, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Il est très complet. Je sais pas, il boxe super bien. En fait, le seul truc je pense qu'il y a eu une erreur de casting, en fait. Honnêtement, c'est que les gens se sont dit, on va trouver un journeyman pour remplacer Jared Miller. On va prendre Andy Ruiz, mais Andy Ruiz, c'est pas un journeyman, quoi. Si tu penses que c'est un journeyman, c'est que tu t'es planté quelque part. 105,5, voilà, 105,5 en amateur. C'est ça, c'est que c'est un mec qui, honnêtement, en fait, c'est là où tu te rends compte que la boxe est beaucoup dictée par des intérêts autres que la boxe. C'est dicté aussi par des intérêts marketing, vendre un combattant. Et en fait, c'est terrible ce que je vais dire, mais si Andy Ruiz n'avait pas la gueule et le physique qu'il a aujourd'hui, bah, il serait considéré comme un des meilleurs et un des top 10. Enfin, tu vois, genre un des gars vraiment dans le top 5 et tout. Le seul truc qui a joué sa défaveur, c'est juste qu'il n'a pas une gueule que tu peux vendre facilement, tu vois. En tout cas, pas internationalement, comme Joshua qui a une belle gueule, tablette de chocolate et tout, tu vois. C'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais en fait, c'est quand même un mec super légitime, tu vois. Et donc, l'erreur qui a été faite, c'était de prendre ce combat un peu comme ça, en se disant... Oui. Après, Joshua, je n'ai pas trouvé qu'il l'avait pris à la légère. Moi, ce qui m'a surtout inquiété, on l'avait dit en off par téléphone, mon chapeau de fille. Non, je ne vais pas dévoiler le numéro de téléphone de Polydomso. Non. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a inquiété, c'est vraiment Joshua, c'est ce côté... à chaque fois, tu vois, ce côté, dès que je touche mon adversaire ou que je sens qu'il est que je suis proche de le finir, j'arrête d'être précautionneux, j'arrête d'abandonner vraiment ce côté, t'es en poids lourd et finalement ça se peut terminer en un coup. Et il a répété les erreurs qu'il y avait eu contre Dillian Whyte, contre Klitschko, et sauf que cette fois, il a jamais su recouvrer ses esprits suite à ça. Il faut dire que les 2 crochets qu'il prend dans la séquence d'accélération, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire qu'il n'avait pas un très bon menton. Franchement, moi, j'en sais rien. Je peux pas savoir. Je sais juste que quand tu te le prends derrière là. Voilà, les 2 crochets qu'il s'est pris genre à 2 secondes d'affilée, en plus en mouvement contraire, c'est-à-dire lui il lance son coup, l'autre il lance son coup. Donc ça fait, c'est des 2 forces qui se télescopent. Il a pris 2 coups comme ça. Laisse tomber. Je pense que n'importe qui se serait pris les mêmes, se serait effondré, tu vois, à ce niveau-là. Après c'est vrai, il a ce côté-là quand il sent qu'il a son adversaire blessé, il accélère. Il prend des risques. C'est pour ça qu'il y a des gens qui l'aiment aussi. C'est parce qu'il a ce côté. Il va pas gérer. Tu vois, il aurait pu gérer le 3e round comme ça. Il gagne le knockdown, il gagne son round en 18 et puis il gagne tous les rounds comme ça, tranquille. Surtout qu'au début du combat, les 2 premiers rounds, il les gère quand même. Il les gère, mais pas facilement. Moi, honnêtement, j'étais pas super convaincu par sa façon, son approche au début. Je trouve que. Je trouvais qu'il avait un job tranquille. Ah ouais, je sais pas. Moi, j'étais pas convaincu. Je trouve qu'il faisait du Larry Holmes, sauf qu'il n'a pas le jab de Larry Holmes, il n'a pas les déplacements de Larry Holmes. Donc c'est un peu compliqué, tu vois. Et au-delà de ça, il lui est arrivé ce qui arrive à beaucoup de boxeurs qui sont très grands et très imposants physiquement, c'est que quand ils combattent des gens qui sont petits, ça marche très bien quand tu es au bout de ta distance et que tu te tiens à peu près à la même hauteur que lui parce que tu arrives à le maintenir à distance. Mais quand tu rentres à mi-distance et que complètement vers le bas,
tapes vers le bas, non seulement tu sacrifies ton allonge, mais en plus de ça, tu te découvres. Parce que tu tapes vers le bas, ton épaule est engagée vers le bas. Tu vois. Et c'est pour ça, les 2 crochets qui se font, c'est pour ça. Hein, c'est parce qu'il tape vers le bas et que d'habitude, il a quand même une relativement bonne défense. Tu vois, quand il tape, il est très académique, il se protège bien, tu vois, à ce niveau-là. Là, il était vraiment les bras, tu vois, comme ça. Il s'est pris 2 fois le crochet parce qu'il avait les bras trop bas, parce qu'il se dit, il n'a pas l'habitude de rencontrer des mecs comme ça qui lui rentrent dedans, de petite taille, tu vois, genre comme ça. On peut aussi noter ses déplacements vers l'arrière, toujours aussi. Bon. Bah alors, bon, là pour le coup, je vais faire un peu. Ouais, je l'avais déjà dit, ça, tu vois, genre, mais bon, c'est un des gros défauts En fait, le problème d'Anthony Joshua, c'est qu'il a des défauts qui sont énormes, mais qui ne sautent pas aux yeux comme ça au premier coup d'œil. Il peut compenser par le mec, c'est Hulk, voilà. C'est ça, voilà. En plus, il te touche, donc la plupart des gens vont se prendre un coup, vont se dire, oh putain, je rentre pas, tu vois, genre. Exactement. Et c'est vrai, tu vois, mais il a quand même des énormes défauts. Je trouve qu'il est très statique, il est très droit, il se tient droit, tu vois, genre quand il n'est pas rentré, il se protège pas trop derrière les épaules, même si tu vois, il a une garde haute, mais tu vois, il se tient très droit, donc il n'y a pas vraiment de surprise, t'as pas besoin d'aller chercher, tu vois, genre c'est pas un mec qui va faire des mouvements de tête et tout. Et en termes de déplacement, ouais, il est trop linéaire. Et c'est vrai que passer le 3e round, à chaque fois que Andy Ruiz accélérait, il rentrait juste en ligne droite et en fait, il rentrait, il arrivait à couper le pas en fait sous Anthony Joshua. Donc c'est vrai que bon, c'est un combat qui pour moi est révélateur de faiblesse qui existait déjà avant. Après, est-ce que ça veut dire que la carrière d'Anthony Joshua est terminée? Il est fini, c'est fini pour lui. Je pense pas. Au-delà de son talent, parce que je pense honnêtement qu'il a du talent et que c'est un mec qui a de grosses qualités. Oui. Et bon, voilà, quoi, il a perdu contre un très bon boxeur, donc il n'y a pas de. Non, et puis surtout que la revanche va être gérée très très tranquillement, je pense. Ça va faire un petit peu de ça en mode, à mon avis, tu vois Parker Joshua. Dans le sens où petit arbitrage maison assez favorable parce que je pense qu'ils pourront pas justement le laisser aussi dans tous ces clinches et dans tout ce que, à mon avis, peut-être que Joshua s'attendait pas non plus à ça. Enfin, vraiment, il va réussir à nullifier, enfin enlever une grosse partie de la boxe de Ruiz là-dessus et puis qui va avoir le temps de faire. En vrai, je pense que si Joshua développe une stratégie et un game plan pour Andy Ruiz, il peut le gérer, tu vois. Il peut le gérer, c'est pas impossible. Et en fait, c'est marrant, je renvoie à Box Attitude, qui a fait une super vidéo voilà. qui nous a fait un big up d'ailleurs, donc retour d'ascenseur et chapeau. Il nous fait de nombreux big up. Ah non, c'est super sympa et c'est très cool. Et confraternellement, hein, je dis, allez voir ses vidéos, il fait un travail régulier de ouf. Et bon, ouais, ça, je vais pas faire l'hôpital, tu vois, genre en gros, genre. C'est comme si genre la grenouille faisait un compliment au bœuf, tu vois, non, parce qu'il est là avant nous en fait. Et il a plus d'abonnés, mais quand même, on renvoie le truc. Et il avait dit un truc qui était très juste, moi je trouve, dans sa vidéo, c'est que Joshua, il peut développer un style à la Klitschko. Tu vois. Il a la physiologie et à peu près les mêmes qualités physiques et même pugilistiques. Il peut les développer qu'un Klitschko, c'est-à-dire même avec un menton qui serait éventuellement fragile, s'il arrive à avoir l'intelligence de bien travailler derrière son jab, d'apprendre à clincher efficacement, accrocher efficacement, à faire peser son poids et tout, bah, il peut nullifier le jeu de beaucoup de boxeurs, dont Andy Ruiz. Surtout que Klitschko, rappelons-le, c'est quand même ses terribles défaites, enfin c'est quand il a eu des grosses défaites qu'il a vraiment eu ce style, certes un petit peu, même beaucoup moins spectaculaire, mais beaucoup plus stratège, qui lui a permis de régner ensuite pendant être quasiment 10 piges sur la boxe. Donc voilà, après, c'est vrai que pour Joshua, peut-être que ce serait plus compliqué parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces rumeurs sur le fait qu'il se serait pris un KO avec son père qui était, enfin en sparring avec son père qui était pas content, tout ça. Mais c'est vrai que Joshua, il y a aussi au-delà de ce que n'était pas Klitschko, c'est que ça reste vraiment une superstar. Le mec remplit des stades, c'est un aimant à sponsor. Donc c'est vrai qu'il se transforme finalement en combattant beaucoup plus stratège et pas machine à KO comme il est vendu. Peut-être que là, ça poserait des problèmes au-delà de sa carrière. Ouais, je pense pas, parce que on arrivera toujours à trouver des mecs qui tombent bon KO contre lui, même s'il développe une stratégie, on va dire, conservatrice dans son style. Moi, je pense au contraire qu'il faut qu'il développe un style comme ça, parce que il est dans cette position où il peut capitaliser un max sur sa position et faire plein d'argent, et c'est quand même le but quand t'es boxeur professionnel, hein, honnêtement, on va pas se le cacher, tu vois. Et donc du coup, faut qu'il ait une carrière longue. Non, mais surtout que là, beaucoup oublient que c'est lui qui a quand même envoyé au tapis en premier Ruiz.
Enfin, ça aussi. Non, non, c'est clair, c'est clair. Et en plus, Andy Ruiz, je crois qu'il avait jamais été mis knockdown. Oui, c'était le premier knockdown complètement. Et Et puis, bon, moi personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour la boxe cette défaite-là, parce qu'à mon avis, ça va accélérer un petit peu, ça va accélérer beaucoup de choses, parce que comme Anthony Joshua, qui est la plus grosse star des trois entre Wilder, Fury et lui-même, qui avait ce côté à chaque fois, c'est lui le A-side, donc c'est lui qui mène les négociations avec Wilder, qui dit bah je te propose tant, ou avec Fury je te propose tant, et qui font que les mecs disent bah non, bah je peux avoir 20 millions en affrontant par exemple Schwartz pour ESPN, ou Wilder qui dit bah je peux aussi me faire 20 millions en prenant Brésil, alors que toi je vais me faire 7 millions et c'est le combat le plus difficile de ma carrière. Là Joshua, après la revanche qu'il devrait vraisemblablement gagner, bah il va être obligé d'accélérer parce qu'il aura quelque part perdu toute son année 2019. Et donc direct, je pense qu'en 2020, il devra soit prendre Wilder, soit prendre Fury pour après cette année quasi blanche. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que j'espère que fin 2020, on devrait avoir clairement, tu vois, un taulier parmi tous ces mecs-là. Bah après, on n'est pas à l'abri de surprise quand même, parce que Wilder prend Ortiz en revanche, c'est pas un combat facile, pas du tout, pour ceux qui ont vu le premier match. Et en plus de ça, Ortiz avait des gros soucis de santé avant le draw. C'est ce qui se dit, hein, Tyson Fury aussi avec sa pharmacie. Oui, c'est ça. Non, c'est Tyson Fury qui disait ça. Je ne sais plus dans quelle interview, il disait que Luis Ortiz, il a des problèmes de. Bah, il est quand même assez âgé dans sa carrière et il est assez avancé. Il a des problèmes c'est quoi hypertension artérielle. Surtout que, bon, on va pas jouer théorie du complot, mais officiellement, il a 41 ans. Ouais, voilà, ouais. Bon, bah, ça reste un excellent boxeur en tout cas. Complètement. Pas facile pour Wilder parce que c'est un bon counter-puncher contre Wilder qui s'expose quand même beaucoup, même s'il a le feu dans les mains, hein, ça c'est clair. C'est toujours dangereux, quoi. C'est toujours dangereux. Donc on n'est pas à l'abri d'une autre surprise, hein, ça c'est clair. Et pour les problèmes de pharmacie, c'est pas un manque de respect à Luis Ortiz. D'ailleurs, quand on avait fait le podcast prévu, on avait dit tout le bien qu'on pensait de lui, on pensait même qu'il a gagné contre Wilder, c'est juste qu'il a été pris plusieurs fois pour dopage, à chaque fois il est revenu 3 semaines, 1 mois juste après, donc voilà, c'était petite pique, voilà, comme ça. Et donc là, oui, pour le combat Ruiz-Joshua, on voit fleurir partout sur Internet, oui, ce combat est truqué, regardez comment Joshua est, je regardais pourquoi est-ce que Joshua, juste après le combat, souriait, bon, sérieusement, le combat ne peut pas être truqué. Il aurait été truqué si Ruiz, par exemple, avait perdu, on va dire, ça aurait pu se défendre si Ruiz avait perdu par KO quasiment Phantom Punch imaginaire au premier round, mais là, aussi, ensuite je laisse Poidomso répondre, c'est vrai que ne serait-ce que quand on regarde les scorecards, une fois qu'il y a eu le stoppage, il y avait un juge qui mettait Joshua gagnant. Donc ne serait-ce que ça sur les 3 juges, à chaque fois il menait d'1 point Ruiz et il y en a un qui a mis 1 point en plus en faveur de Joshua. Rien que ça ne peut que vous faire dire, bah ok, effectivement, ce n'était pas truqué. Non, et puis bon, je veux dire, quel était l'intérêt de... Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui profite du complot, quoi. Donc je veux bien... Joshua qui a parié sur lui-même pour perdre. C'est ça, c'est tellement dans l'avantage de Joshua de faire de risquer son prestige et de risquer tout, tu vois, genre sur un coup de poker comme ça. En plus, il fait entre 25 millions et 32. Voilà, Joshua, c'est quand même un mec qui gagne beaucoup d'argent et tout, il n'a pas besoin de faire ça. Honnêtement, il n'y a pas de raison que ce soit truqué, il n'y a pas de... Je veux dire, on peut imaginer tout ce qu'on peut imaginer. C'est clair qu'on n'est jamais certain à 100%. On peut toujours avoir des théories comme ça là-dessus. Mais le problème, c'est que c'est pas réfutable, quoi. Si tu me dis, ouais, c'est truqué, je peux pas t'apporter la preuve. C'est infalsifiable, comme dirait Karl Popper. Tu vois, et ça, le problème, c'est que, bon, à un moment donné, il faut quand même prendre, de toutes les théories, il faut quand même prendre la plus vraisemblable. La plus vraisemblable, c'est qu'il s'est fait rouster par un boxeur qui était meilleur que lui. Non, mais complètement. Même, tu vois, genre, c'est tout. Surtout que ça n'aurait aucun sens, là. Par exemple, les combats où on peut dire c'est truqué, où là ça fait sens, c'est Canelo contre Triple G, numéro 1. Parce que là, Canelo... Attends. Oui. Pour rentrer dans un truc un peu plus politique. Là, je vais pas me faire des copains, parce que moi, c'est un truc... pour reprendre un exemple de la boxe, vraiment qui est cité à multiples reprises, c'est le combat de revanche contre Sonny Liston avec Mohamed Ali. Oh là, ça y est. Oui. Non, mais pourquoi Bon, Mohamed Ali, il a gagné le premier combat, il n'y a pas de souci et tout. Mais Sonny Liston, c'est un excellent boxeur. C'est peut-être pour moi, honnêtement, top 10 des poids lourds de tous les temps. Si vous ne connaissez pas, regardez ses vidéos. Il avait probablement un des meilleurs jabs
il pouvait mettre KO sur un jab. Il avait une allonge d'enfoiré, alors qu'il faisait 1m83, mais il avait la plus grande allonge de la catégorie. Il avait des points. Et il a fallu faire des gants spéciaux pour ses points. Enfin bref, c'était un monstre, le mec. Il faisait peur à tout le monde. Il a mis une trempe à Floyd Patterson en 2 minutes. Enfin bref, donc une machine. Sauf qu'il était détesté, ce mec. Il était détesté. Tout le monde le haïssait. Genre, mais vraiment, tout le monde. Et en plus, c'était un mec qui était vraiment dans la main de la mafia. Tu vois. Il était dans la main de Palermo et de tous ces mecs-là. Tu vois, genre, et donc, du coup, bon, bah. Là, ok, là, il y a des grosses raisons de suspecter que bon, peut-être il y a eu des pressions pour qu'il soit pas super combatif. Je dis pas qu'il a vendu totalement le combat, mais peut-être il s'est dit bon, vas-y, je laisse pisser sur ce knockdown et tout, et puis voilà. Oui, mais là, économiquement, comme d'un point de vue marketing, ça fait sens. Ça fait sens parce que personne ne voulait qu'il soit champion. Le truc, c'est qu'Anthony Joshua, c'est vraiment la superstar que tout le monde veut nous vendre. Donc ça n'a aucun sens. Surtout que c'était Joshua le A-Side, Matchroom Boxing, donc son promoteur qui organisait le combat. Enfin, clairement, non, il n'y a aucun sens à faire perdre sa poule aux or. Surtout que l'objectif, c'était de remporter ce combat-là assez rapidement, de manière plus ou moins impressionnante, pour faire pression sur Wilder et Fury, pour qu'il y ait le combat qui arrive le plus rapidement possible. Donc là, pour eux, certes, ils vont faire de l'argent avec la revanche, mais ça n'a rien à voir avec l'argent qu'ils auraient fait avec un Joshua versus Wilder. Non, mais non, je te dis, ça fait pas sens. Et pour les gens qui disent oui, mais il avait pas l'air normal, il avait été, il y a des jours sans déjà, hein, on n'est pas tout le temps à 100%. Je pense qu'il s'était préparé mentalement pour combattre Jared Miller et que finalement tomber sur un mec avec qui il n'a pas d'histoire, rien. Genre Andy Ruiz, c'est un mec sympa en plus de ça, donc. Oui, ça aussi, ça a dû être un peu déstabilisant pour lui, un petit mec qui était trop mignon là à chaque fois, avec le smile et tout. Jared Miller, il voulait lui arracher la tête, tu vois. Lui, bon, tu vois, donc il n'est peut-être pas parti comme ça en se disant, ouais, tu vois, genre. Et donc, du coup, il y a des jours sans, et bon, il sourit et tout, mais ça, moi, je pense que c'est plus pour se convaincre, hein, tu vois. C'est un peu genre, tu prends, tu sais, regarde, ce que font tous les combattants, dans tous les sports de combat confondus, MMA, Muay Thai, kickboxing, boxe, dès qu'ils prennent un coup fort, premier réflexe qu'ils font, c'est ils sourient à leur adversaire. C'est pour dire, ah, tu crois que tu m'as touché, mais en fait, non. Mais en fait, c'est de la psychologie inversée, tu vois. C'est juste, putain, tu m'as bien touché, enfoiré. Ça fait mal, mais je vais pas te le montrer, regarde, je souris, tu vois. Ouais. Et ça, il a fait un peu pareil sur le premier knockdown. Sur les autres knockdowns, il ne le faisait pas. Il souriait pas. Et je pense qu'il était en mode déconnecté, tu vois. Non, c'était plus sur l'après-combat où les gens ils étaient là, bah, c'est un scandale qu'il soit pas plus en colère. Bah, je pense aussi que le mec est fair play, il sait clairement qu'il s'est fait battre sur le combat et qu'il n'y avait pas photo. Je vois pas ce qu'il aurait pu dire. Hein. Dire ouais, c'est un scandale, il m'a mis knockdown, vous vous rendez compte? Non, ça fait pas sens, quoi. Ouais, il s'est pas laissé battre. Genre, non, je pense qu'au contraire, moi j'ai trouvé bon. Il était dégoûté, hein, je pense, mais classieux, tu vois. Mais surtout qu'il l'a dit, je veux la revanche, je vais le démonter, voilà. Mais là, ce soir, le mec était le meilleur homme. Effectivement, bah, tu regardes le combat, oui, ils étaient meilleurs, donc voilà. Ça ne sert à rien de toujours avoir des théories non. Comme ça. Bon. Allez, on peut y d'option pour finir. La Terre est-elle vraiment ronde? Il faut demander à Eddie Bravo et à Cron Gracier, tu vois. Ils ont un peu plus de données que nous sur cette question-là. Plus de bagages que nous.